Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité pour WEMSA Télévision. Bienvenue dans votre émission Afrique à émergence unique et inégalable au cœur des problèmes panafricains. Parfois, il faut se poser des vraies questions pour trouver des bonnes réponses. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer l'Afrique. C'est aussi ça, une bonne question de se poser. Je suis en bonne compagnie avec les coachs du développement personnel, monsieur Patrick Motivation. Bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de la marque de considération sur votre plateau. Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment Très va bien. la communauté? Tout avance doucement comme prévu. Ah, C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. À ma gauche, nous avons M. Eric Pinda, le nouveau interfédéral. C'est bien cela, M. Eric Pinda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Comment va les bas? En tout cas, Dieu fait grâce. Tout se passe en merveille. Et merci pour l'invitation encore une fois. Merci pour la confiance. Comment va les bats? Bon, le BAT, en tout cas, se porte à merveille. Les choses avancent au rythme de la façon dont nous les voulons. Même s'il y a des petites imperfections, ça ne manque jamais. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les BAT avancent et nos combattants et combattantes peuvent être rassurés. Des bonnes choses vont arriver pour bientôt. Gloire à Dieu, Alhamdulillah, comme disent les musulmans. Bon Ramadan à tous les musulmans, qu'Allah nous facilite ces mois bénis du Ramadan. Coach, je reviens vers vous. C'est quoi les développements? Là, vous êtes coach en développement personnel. Maintenant, à quoi consiste développer un continent? Bon, justement, le développement consiste à changer beaucoup de plans d'une nation ou d'un continent, commençant par le plan politique, le plan économique, et le plan culturel et tout ce qui va avec. Donc, l'ensemble de ces changements, si nous commençons par changer l'économie d'un pays, cela va justement faciliter le développement de tout un continent, justement, parce que nous sommes sans ignorer que plusieurs pays africains demeurent encore dans le sous-développement et la voie de développement. Et c'est vraiment une thématique à pouvoir débattre. Je crois que c'est un grand thème à ne pas lâcher aujourd'hui ou demain. C'est une lutte qui est continuelle, d'où le travail, il est à nous tous, jeunes ou adultes, tout ce qui va avec. Et comment se passe ce développement-là? C'est spontané ou comment ça vient? Comment on peut définir ça? C'est pas quelque chose de magique, enfin. C'est quelque chose qui se travaille par l'unité. Donc, si nous sommes unis, travaillant sur ce sujet, avec des stratégies et connaissant des causes majeures, cela va nous permettre justement à pouvoir relever le défi du développement. Vous avez dit un mot, la clé réunir, unir. Okay. Ça veut dire si nous sommes trop individuels, on ne va pas se développer. Si on est individuel, justement, on ne va pas se développer. D'où se réunir serait, même la Bible, elle est dit, quand il parle du royaume qui est divisé en lui-même, ne peut pas se développer, justement. Et nous également, si nous sommes séparés ou éparpillés comme ça, on ne parlera pas aussi même langage facilement. Cela ne va pas apporter un développement. Mais si on se met ensemble, unis comme un seul homme, on peut justement immortaliser la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Nous allons revenir à M. Eric Pinda. C'est quoi le développement? Comment vous, comme vous en tant que politologue, en quoi consiste développer tout un continent? En tout cas, j'ai d'abord aimé votre introduction. Quand vous commencez à dire il faut savoir se poser des bonnes questions pour savoir donner également des bonnes réponses. Parce que la nombreuse personne donne des bonnes réponses, mais aux mauvaises questions. Vous voyez? Et cela prête à confusion. C'était juste une parenthèse pour vous dire que j'ai vraiment aimé votre introduction. Alors, parlant du développement, j'aimerais commencer par le concept de développement lui-même, parce que ça prête beaucoup à confusion. Et donc, d'une manière générale, le développement, dans un français très simple, c'est le fait de passer d'une phase à une autre, c'est-à-dire d'une étape à une autre. C'est-à-dire vous êtes au niveau de l'étape préliminaire, la première, et vous passez maintenant à la deuxième étape. Et cela sous-entend qu'on est passé également par une transformation. De l'étape préliminaire à la deuxième étape, entre les deux, il y a une transformation. Et quand vous transformez pour arriver à la deuxième étape ou à la phase B, c'est ça qu'on appelle le développement. Nombreuses personnes disent que le développement, c'est un concept polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Moi, je dirais non.
il ne s'agit pas de la polysémie. Le développement n'est pas vraiment un concept polysémique. Le développement prend sens selon les contextes ou les domaines dans lesquels il est utilisé. Voilà, aujourd'hui, on parle de développement économique, développement social, développement politique, ainsi de suite, développement culturel et j'en passe. C'est-à-dire que ça prend l'essence par rapport au domaine qu'il est utilisé. Et encore, beaucoup de personnes ont tendance à confondre le développement avec le développement économique. Le développement, c'est très général. Il est peut-être facile aujourd'hui de dire qu'un pays est sous-développé. Mais ce n'est pas avec aisance qu'on dira que ce pays est développé. Parce que le développement, c'est plusieurs domaines. Il faut voir l'angle politique, il faut voir l'angle économique, il faut voir l'angle culturel, l'angle humain. Et donc, le développement devient très complexe dans son ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons que des spécialistes. Spécialistes en économie, spécialistes en sciences humaines, tous qui concourent pour le développement d'une manière générale. Et donc, nous devons faire très attention lorsque nous disons que ce pays-là est très développé. J'aimerais encore souligner un aspect ici en Afrique. Lorsque nous disons qu'un pays est sous-développé, c'est par rapport à un modèle. Et les modèles, vous savez, c'est lesquels? C'est les modèles occidentaux. Les sous-développements, oui, donc, actuellement. Il y a des développements selon des modèles. Non, actuellement, lorsqu'on dit par exemple la RDC est sous-développée, c'est par rapport à un modèle. Donc, et ces modèles-là. Si je sais des caricaturer, c'est que vous voulez dire, si l'Afrique n'est pas développée aujourd'hui par rapport à ce qu'on dit, c'est par rapport au système occidental. Non, je vais arriver. C'est une évidence et une réalité. Si on dit qu'un pays est sous-développé, c'est par rapport au modèle occidental. Alors, cela est réel parce que même sur le plan politique, vous savez, nous tous, nous courons derrière la démocratie, n'est-ce pas, qui est un idéal à atteindre. Mais la démocratie fait partie du développement politique des Occidentaux. Ils ont commencé par des aristocraties, des dictatures, et ils sont passés par beaucoup d'autres systèmes. Aujourd'hui, ils sont à la démocratie qu'ils considèrent meilleure. Et nous aussi, puisque le modèle de développement que nous avons, c'est celui de l'Occident. Et donc, nous adoptons ça. Donc, le développement aujourd'hui en Afrique, c'est par rapport au modèle occidental. Un avis que moi, je ne partage, une vision que vraiment je ne partage pas. Et je pense que je ne vais pas encore aborder comment développer l'Afrique. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce que l'Afrique veut, qu'est-ce que les Africains veulent. Et il faut savoir c'est quoi l'Afrique même. Merci beaucoup, coach. Voilà. Ouais. Vous, en tant que, quelles sont les causes majeures du non-développement des pays africains? Je ne dirais pas tous les pays africains, mais au moins quelques pays africains. Quelles sont les causes de leur sous-développement? Ok, normalement, on ne peut pas combattre, on ne peut pas trouver des solutions si on ne comprend pas la source de ces problèmes, justement. Comme vous l'aviez introduit, il faut savoir apprendre à se poser de bonnes questions pour obtenir également de bonnes réponses. C'est pourquoi rechercher les causes est la chose la plus importante à faire en premier. Moi, je peux dire que la première cause majeure du sous-développement de beaucoup de pays africains, c'est l'héritage colonial. Nous sommes sans ignorer que nous avions été exploités depuis des siècles par nos colonies en nous incombant leur système ou leur façon de faire les choses. Et cela nous a laissé dans une parfaite ignorance et ça a laissé des cicatrices sur l'aspect économique et vraiment beaucoup plus politique de notre pays. Et cela a causé beaucoup de dégâts. C'est la première cause, cet héritage colonial. Si nous sortons de cet emprisonnement, ça va justement nous aider. Et je peux comprendre que la deuxième cause doit être justement les conflits des armées, justement. Ces conflits qui causent le déplacement massif de la population, que ce soit de multiples pays africains. Et ça réduit encore la confiance des investisseurs à venir investir dans le pays où il y a de guerres, où il n'y a pas vraiment l'armée ordonnée. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre ces risques si vous étiez investisseur, aller dans un pays où il y a des conflits politiques et aller investir. C'est un danger à ne pas vraiment risquer justement. Et je peux comprendre que la troisième cause majeure, c'est la pauvreté. Nous sommes sans ignorer que
les gens les plus démunis, dans le milieu les plus pauvres, ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé. Et cela ne leur permet pas à exprimer pleinement leur plein potentiel et à manifester leurs compétences. Parce que déjà, si tu n'as pas accès à l'éducation, tu n'as pas accès aux soins de santé, comment tu vas t'exprimer justement? Et la dernière cause, pour ne pas monopoliser la parole, ça serait la corruption qui réduit justement la confiance au sein d'une nation. Nous sommes vraiment conscients que les pays africains sont beaucoup plus corrompus et ils peuvent vendre toute une nation pour un intérêt personnel. Et cela n'encourage pas les investisseurs à aller là où il n'y a pas de transparence. Et le gouvernement, justement, est lié à des problèmes de confiance face à ses citoyens. Et ce n'est pas quelque chose qui doit justement permettre à l'Afrique à se développer. Donc, mieux vaut combattre les causes que les effets, parce que les mêmes causes produisent de mêmes effets. Ok, merci beaucoup, coach. Monsieur Eric Pinda, quelles sont les vraies causes? Vous, en tant que parti politique, Levons-nous et Bâtissons, je pense que vous avez un programme. Oui, exactement. Donc, dans votre programme, quelles ont été les questions que vous vous êtes posées pour... Nous avons tout un programme de société qui parle du développement. Mais ici, j'aimerais que nous puissions parler d'abord de l'Afrique. Quelles sont les causes majeures? D'abord, il faut savoir que l'Afrique, jusqu'alors, l'Afrique ne développe pas. Mais l'Afrique reçoit les progrès scientifiques des pays occidentaux. Vous voyez? Or, il faut faire la différence entre progrès et développement. Un progrès, ce n'est pas forcément un développement. Il peut y avoir progrès comme il y a en RDC, il y a progrès. Nous avons la technologie, mais il n'y a pas de développement. Je vous donne un exemple. Jadis, on avait des Samsung Galaxy. Mais aujourd'hui, on a des S19, des iPhones, ainsi de suite. Vous, j'espère que vous avez commencé par un petit téléphone. Aujourd'hui, vous utilisez un téléphone plus sophistiqué. Dites-moi, quel est l'apport que ce téléphone-là vous a déjà apporté en termes de développement? Il n'y en a pas. C'est pour dire que le progrès n'est pas synonyme au développement. Alors, parmi les causes majeures du sous-développement en Afrique, il y a un auteur, lui c'est Axel Kabou, qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et si l'Afrique refusait le développement? Dans ce livre, il parle de la volonté sceptique des Africains au développement, c'est-à-dire une volonté certaine. Il a mené une étude, il a constaté que les Africains ne veulent pas le développement. Quel type de développement? Ces modèles-là occidentaux qu'on nous a imposés, je dirais comme ça. Alors, les Africains ne sont pas trop intéressés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement la volonté. Donc, il y aurait plus de développement. Oui, c'est le titre du livre d'ailleurs. Et plus loin, je dirais, ils ne savent pas en fait ce qu'ils sont par rapport à ces développements-là. Alors, mon étude que j'ai menée, je trouve que la première cause du sous-développement, c'est d'abord la culture de la dépendance. Vous voyez? Première cause, la culture de la dépendance. Deuxième cause, nous avons l'indifférence par rapport au développement. On reste indifférent, c'est ce que d'ailleurs l'auteur est en train de dire. On reste indifférent. Et la troisième cause, je dirais, c'est les complexes d'infériorité que nous avons, nous les Africains. La culture de la dépendance, je n'aimerais pas aller très loin. Je vais prendre l'exemple de notre pays. Regardez actuellement avec l'agression rwandaise à l'Est, nous sommes agressés. Mais vous savez qui est actuellement sur notre territoire? Ce sont des militaires et des armées étrangères. La culture de la dépendance. On ne sait pas se faire confiance. Et c'est comme ça même face à ces modèles-là, face à l'Occident. Parce que quand on voit Afrique, à côté, il faut voir d'autres continents. Surtout des continents qui nous dictent leurs lois actuellement. Parce qu'ils nous ont déjà eu dans leur système et donc ils se retrouvent. Et donc nous avons cette idée-là de penser que nous-mêmes, on ne peut pas arriver. Il faut toujours chercher l'autre. Il faut toujours
aller vers l'autre pour résoudre notre propre problème, ce qui n'est pas bon. L'indifférence face au développement. En Afrique, j'ai l'impression qu'on n'entreprend pas. Les coachs en développement vont nous le dire. J'ai comme l'impression que non, les jeunes n'entreprennent pas. Nous avons des entrepreneurs théoriques, des gens qui maîtrisent très bien la théorie sur le développement, mais en pratique, ils sont nuls. Permettez-moi les termes. Des entrepreneurs au niveau théorique. Troisièmement, nous avons le complexe d'infériorité. Un Africain, un Congolais et un Chinois. Vous savez, les magasins chinois, vous savez comment les Congolais sont traités là-bas. Les Congolais eux-mêmes, quand ils se retrouvent devant un blanc, ils pensent qu'en tout cas, Mondele, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui a l'argent à nous donner. Voilà, les réflexes des Congolais et des Africains d'une manière générale. Les complexes d'infériorité. On ne se donne pas la valeur. Voilà en quelque sorte quelques causes que j'ai eu à épingler, mais je vais revenir encore là-dessus. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Eric Pinda. Coach, Ouais. parlons déjà d'abord, vous avez parlé de la pauvreté, de la colonisation, de la corruption. Maintenant, quelle stratégie, quelle solution peut-on mettre en place pour résoudre cela? Déjà, c'était un défi qu'il a lancé parce que, en parlant de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs théoriques, c'est la chose qui est assez claire. Si on peut voir 50% de personnes qui parlent de l'entrepreneuriat, 5% de ces personnes sont justement en train de pratiquer l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, je peux conseiller premièrement, c'est encourager l'éducation entrepreneuriale dans des établissements d'enseignement. Donc, commençons par là. Je voudrais bien... Ça existe déjà. Non, mais c'est pas... Il y a des options ou des facultés où on n'apprend pas l'entrepreneuriat. Parlons de l'informatique où on n'apprend pas l'entrepreneuriat dans d'autres institutions supérieures de la place. J'en suis témoin parce que je n'ai pas appris l'entrepreneuriat à la faculté, mais je peux dire quoi là. J'ai fini le graduat sans apprendre l'entrepreneuriat à l'école. Mais si on engage ou on introduit les programmes liés à l'éducation entrepreneuriale, cela va nécessairement encourager les étudiants à développer quelques capacités pour créer des entreprises après leur cursus. Ça, c'est la première stratégie que moi je demande justement. La deuxième stratégie, c'est faciliter justement l'accès au financement pour le jeune. Je sais déjà que c'est un problème. Le manque de financement est déjà un problème ou une cause du sous-développement dans quelques pays parce que les budgets dans certains pays sont très limités et n'arrivent pas à financer tous les projets ou beaucoup de projets qui sont innovateurs et qui peuvent lier ou qui peuvent développer les infrastructures dans une nation. Tout cela, c'est un problème d'argent. Mais s'ils facilitent les taux d'intérêt, ça veut dire qu'ils mettent en place des subventions et des prêts avec un taux d'intérêt très réduit. Ils peuvent faciliter ces jeunes qui ont des idées, des projets, à pouvoir mettre en place ces projets et à un taux d'intérêt moins élevé pour propulser leurs activités. Nous sommes tous sans ignorer que pour élargir l'assiette fiscale d'une nation, il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui naissent jour et jour. Sinon, la fiscalité sera à la baisse, ça c'est sûr. Et comment est-ce qu'un jeune qui vient de commencer son entreprise, il n'a pas assez de fonds, il n'a pas assez d'argent, il y a plein de taxes bien sûr, et du coup il n'arrive pas à s'en sortir, l'entreprise mère et qui perd. Et la nation est en train de perdre. La naissance des entreprises a un impact très important sur le développement d'une nation. Je peux dire la troisième stratégie à mettre en place, c'est justement le fait d'encourager les innovations justement dans une nation. Si vous voyez, plusieurs pays qui sont justement développés grâce aux entrepreneurs qui ont mis en place des idées et des projets. Et ces idées-là ont créé des milliers d'emplois. Parlons de Mark Zuckerberg, c'est le patron de Facebook, Meta actuellement. Son entreprise a engagé plus de 10 millions d'employés et cela a réduit le chômage dans son pays. Parlons de WhatsApp, toutes ces entreprises-là étaient au départ les idées de jeunes qui ont pensé faire quelque chose et mettre en place. Et pour encourager ces innovations dans le pays africain, il faut qu'il y ait une organisation continue, des compétitions et des prix pour des jeunes qui créent de nouveaux produits. Et cela va encourager d'autres jeunes qui sont dans l'inconscience à pouvoir travailler sur leur potentiel et pouvoir créer quelque chose afin de gagner le prix demain ou après-demain. Je peux dire la dernière stratégie, c'est très important dans ça. Donc, créer les programmes techniques des conseils.
Ça, je peux voir le mentorat et des coachs, parce que les coachs sont vraiment négligés. Donc, des cabinets de consultation. Créer des cabinets de consultation, des formations liées à l'entrepreneuriat, l'assistance ou l'accompagnement. Et cela va se faire avec les entrepreneurs qui ont déjà pratiqué l'entrepreneuriat, pas des théoriciens. Les entrepreneurs qui sont en activité, ils peuvent lancer des programmes de mentorat afin de pouvoir accompagner des jeunes qui veulent, dans les aspirants entrepreneurs. C'est vraiment très important. L'aspect entrepreneurial, c'est un aspect à prendre vraiment en compte pour le développement d'une nation, particulièrement en Afrique. Mais coach, vous voulez que l'État crée, est-ce vous qui êtes coach en développement personnel, est-ce que vous êtes même consulté? C'est ça le problème. Nous sommes consultés en ligne par des jeunes qui aspirent à entreprendre. Mais l'État congolais ou les États africains, ils consultent quelques coachs justement, et je crois que c'est progressif. On ne peut pas consulter tous les coachs au même moment. Mais s'il y avait justement des conférences ou des séminaires où on réunit les coachs autour d'une table pour discuter sur la thématique liée au problème d'entrepreneuriat, cela va nous aider parce qu'il y a plein de salles à la disposition de l'État congolais, parce que là, je suis dans la particularité. Et si ces salles-là sont mises à la disposition de coachs ou de mentors pour pouvoir accompagner de jeunes aspirants vers des... Parce que sans la formation, je ne crois pas qu'on peut entreprendre. On entreprend sur une idée et c'est avec des compétences ou des outils très nécessaires. Sinon, tu vas tomber. Comment tu ne connais pas l'agriculture, tu vas commencer à entreprendre le business d'agroalimentaire. Il faut commencer par te former dans l'agroalimentaire afin de lancer un projet sur l'agroalimentaire. Et tout commence par une formation continue. Et c'est vraiment grâce aux coachs qui sont justement dans la nation, qui peuvent réunir le jeune. Et déjà, je peux dire que ça se fait. Et c'est d'une façon privée ou personnelle. Mais déjà, si l'État peut penser à ce stade-là, organiser les ateliers de formation, les ateliers de présentation de projets, ça va vraiment aider beaucoup de jeunes et encourager certains qui sont dans l'inconscience de se réveiller justement. Ok, merci beaucoup coach. Monsieur Eric Pinda, je reviens vers vous. Ouais. Vous avez parlé de la confiance au choix, des marques d'innovation, je ne sais pas, vous avez énuméré tant de choses. Ouais. Quelles sont les stratégies pour résoudre tout cela? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? En fait, finalement, après avoir énuméré tout ce que j'ai énuméré là, je dirais que l'Afrique, c'est notre mauvaise conscience en fait. Notre mauvaise conscience. Souvent, on vient ici, on parle, on crie, il faut que les jeunes prennent conscience, il faut que les gens puissent prendre conscience, les Congolais, ainsi de suite. Mais on trouve que la conscience que les gens sont en train de prendre, d'une manière générale en Afrique, c'est la mauvaise conscience. Vous voyez? Et pour avoir la bonne conscience, il faut arriver à se connaître. Il faut savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons et où nous allons aller. Les présents, les passés, les présents et les futurs. C'est ça la logique. Nous voulons manger des shawarma, nous voulons nager dans des piscines, nous voulons marcher nu au soleil. C'est bien, mais est-ce que c'est ce que nous sommes en réalité? Là, je démontre les progrès et les développements qui ne riment pas en Afrique. Alors, comme stratégie en tant que politique, face à cette situation, parce que nous, à l'EBAT, notre doctrine, ou bien notre mot d'ordre, c'est qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Ça, c'est un fait qui se constate, c'est un problème, et donc ça mérite une solution. En tant que politique, je pense qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques qui seront alors différentes et qui vont concerner que notre pays. C'est un problème de l'État parce qu'au-delà de tout, s'il faut parler de développement, c'est l'État qui doit mettre en place un climat des affaires, comme les gens le disent. C'est l'État qui doit favoriser ces développements-là. Comment? En commençant par l'éducation. Notre ami a parlé de la formation sur l'entrepreneuriat. L'éducation sur le domaine, sur le plan entrepreneurial. Il faut éduquer les jeunes. Et c'est ça même la base. Je peux considérer que c'est ça la base. Dans mon introduction, je vous disais que le développement a plusieurs aspects. Certains parlent de la polysémie, mais ce n'est pas polysémique, c'est juste plusieurs aspects. Et donc, s'il ne faut que parler de l'aspect formation, je pense que c'est le plus fondamental. L'État doit éduquer les jeunes. L'État doit apprendre aux jeunes ce que c'est l'entrepreneuriat. Si le développement doit passer par la création des entreprises,
la création des richesses. Parce que souvent, quand on parle des richesses, quelqu'un peut être en train de se représenter de l'or dans sa tête, des bijoux, ainsi de suite. Alors que la richesse dont on parle en développement, c'est juste la plus-value par rapport à ce que tu as au départ. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui part à l'Équateur, il coupe un arbre dans la forêt. Il amène, il utilise les transports. Il paye les transports, il l'amène ici à Kinshasa. Il a coupé, il a payé les transports et il vient revendre ça. Et il se rend compte qu'il a trouvé des bénéfices. C'est la plus-value. Il a créé une richesse. Mais quand on parle du développement, tellement que l'État, sur le plan, dans le domaine de l'éducation, en tout cas, complètement à côté, certaines personnes se représentent, se font des représentations telles que des richesses, de l'or, beaucoup d'argent, ainsi de suite, alors que c'est aussi simple que ça. Et donc, ça nécessite vraiment une attention particulière de la part de notre État. C'est toujours dommage. Moi, j'ai toujours déploré. Ce n'est pas seulement ça. Vous ne voyez peut-être que les sous-développements, mais c'est plus grave que ça, surtout en RDC. Même sur le plan culturel, sur le plan parlant de mœurs dans notre pays, notre identité, tout est chamboulé. Tout ça, faute de l'éducation. L'éducation, c'est un facteur très important dans le développement. Je ne saurais pas vous dire non, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vous ai dit que l'éducation, en tout cas, c'est très vaste. C'est plusieurs domaines. Même si parfois les économistes ont tendance à considérer le seul développement économique comme l'indicateur du développement, ce qui est faux. L'économie ou le développement économique, c'est un indicateur. L'économie, c'est un indicateur parmi plusieurs pour parler du développement. Il y a plusieurs aspects. Mais de tous ces aspects-là, le seul que moi je considère comme fondamental, c'est l'aspect éducationnel. Je ne cesserai à dire ça. Ça me fait mal de voir notre Congo, jadis son chantier, laisser tomber. Mais aujourd'hui, à l'époque du Zaïre, pour parler de la dépravation des mœurs, parce que c'est aussi un aléa à l'éducation. Donc en tout cas, en tant que politique, la politique, cet art-là de gérer, parce que c'est au niveau des politiques que cette question doit être traitée. Je pense que l'État a une très grande responsabilité. L'État a une très grande responsabilité parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on nous parle de 16 milliards de dollars alors que les gens ne sont pas instruits sur ce que ces 16 milliards de dollars-là peuvent avoir comme effet dans un pays. C'est comme, je vais citer, c'est comme par exemple, par rapport à ce qui se passe en RDC. C'est comme par exemple une maman, je parle d'une maman qui va emprunter de l'argent. Maman qui a des simbongo, pour bana baya kolia na ndako. Siko ayena mbongo apesi mwana ke somba biloko kolia, mwana azui, akina mbongo akebeta Paris foot, azuite na Paris bale mbongo, siko azongi na ndako alobi non, mbongo ekwei. Conséquence, bana balali nzala, mais maman atika ina nyongo. C'est ce qui se passe en RDC. L'argent là qu'on nous parle, c'est l'argent de la dette que nous avons empruntée. Mais quand cet argent arrive en RDC, on détourne. Vous voyez que l'éducation, ce n'est pas seulement au niveau du peuple, mais aussi au niveau des dirigeants. Vous avez pris beaucoup de minutes, s'il vous plaît. Vous allez revenir sur ça. Bon, apparemment, les gens de l'Évon de Bâtissons parlent beaucoup. Hein? C'est ça. Non, on ne parle pas pour parler, on dit des choses. Merci beaucoup, coach. On revient vers vous. Vous l'avez constaté, hein, ouais, ça va. C'est politique, quoi. Vous, en tant que coach en développement personnel, est-ce que le développement d'un pays, d'un continent est lié aussi à l'état d'esprit? Ça, c'est vraiment très important parce qu'on ne peut pas prétendre changer une personne si on n'est pas en mesure de se changer soi-même d'abord, en premier. Donc, le mindset ou l'état d'esprit est la chose la plus importante. C'est le facteur premier parce que la prise de conscience, c'est à quel niveau? C'est au niveau mental. L'autre fois, je l'ai dit que les jeunes Africains doivent se poser des questions très sincères de savoir, une seule question de savoir qu'est-ce que je veux de ma vie. Parce que personnellement, je peux dire que le développement communautaire dépend du développement personnel.
Si chacun prend conscience, il se développe, les pays doivent être développés d'une façon automatique. Il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que je veux de ma vie, hein? À quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble demain après-demain. Un facteur personnel. Et quand il répond à cette question, il doit prendre conscience pour savoir, bien, je fais ça, je vais ceci, je veux que je devienne ça ou ça après 5 ans. Et après la prise de conscience, la prise de conscience consiste justement à évaluer l'idéal de la réalité. L'idée de ta vie personnellement, c'est quoi? Je vais devenir ça et je vais faire ça pour le pays. Mais la réalité, c'est quoi? Non, mais la nano, hein, non, mais la tembo, tu vois, je suis encore dans des piscines et ma vie, elle est comme ça. Ça, c'est une réalité. Bien que ton idéal soit celle de devenir un grand homme d'affaires, mais tant que la réalité demeure dans la distraction, tu ne peux pas te retrouver. Et c'est à ce plan-là qu'une personne prend conscience pour savoir qu'est-ce que je manque donc pour atteindre mon objectif clé, me développer personnellement. Et après la prise de conscience, c'est un facteur qui passe à l'instruction. Tout jeune va s'instruire pour obtenir des ressources nécessaires au développement. Parce qu'il a dit, le facteur clé, c'est la formation. C'est vraiment important. Parce que l'instruction passe par le biais de la formation. Et tu dois te former sur les compétences qui vont t'aider toi-même à te rapprocher de tes objectifs personnels. Parce que n'attends personne. Il n'y a personne qui doit développer une autre personne. Nous, on est là pour aider le jeune à comprendre les stratégies de développement, à comprendre comment s'y prendre face au développement, à comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour te développer. Mais les clics là, de commencer, c'est toi-même. La décision de changer ta vie, c'est toi-même qui dois la prendre. Personne ne prend la décision de changer à la place d'une autre personne. Nous, quand on fait la motivation, c'est juste quelque chose de booster une personne à démarrer ou à se lancer ou à sortir de cette zone de confort, à sortir de ce plan-là. Mais ces facteurs-là, donc la discipline de commencer ou de se maintenir dans le processus de développement, ça dépend maintenant de tout jeune qui est en train de suivre justement cette émission. Moi, vraiment, mon avis, je dirais, pour qu'une personne puisse explorer, pour qu'un jeune puisse participer au développement d'une nation, je demanderais aux jeunes de travailler sur le développement personnel, de s'améliorer afin de devenir la meilleure version de soi-même. Et après être devenu la meilleure version de soi-même, on a la chance que la nation puisse se changer automatiquement parce qu'on va alléger la tâche d'urgence et cela ne va pas vraiment faire dégâts parce que je ne cesse de dire une chose. Les jeunes, il y a des jeunes qui disent, il a bien dit que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est beaucoup plus théorique que pratique. Il y a des jeunes qui pleurent. Ah, les pays, on ne finance pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement, il n'y a pas tout. Mais un jour, je reprends cet exemple, le directeur de la banque, de la Rebank, était dans une conférence avec des jeunes et il leur a demandé qu'est-ce qui vous manque justement à cet instant. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas explorer ou créer des entreprises? Tous les jeunes étaient là, prêts à dire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement et tout. Il a déjà demandé aux jeunes un défi. Que celui qui a son projet là, sur papier, soit imprimé, soit en virtuel, mais l'envoie immédiatement, je vais le financer. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun projet. Aucun projet. Donc c'est quelque chose de théorique ou quoi. Donc il n'y a pas de projets sur papier qui sont prêts au financement. Vraiment pas assez. Je peux vraiment vous assurer. Et c'est là ces formes. Il faut que les jeunes apprennent l'élaboration des projets, l'évaluation des projets, la suivi des projets et avoir un mental à toute épreuve pour savoir que quand il va commencer l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'obstacles là-dessus et être préparé à cela. Et pour être préparé à cela, les coachs aussi ont leur rôle, c'est aider ce jeune à pouvoir se construire une confiance en soi inébranlable, apprendre l'estime de soi, apprendre l'aspiration de ce rêve et reconnaître sa vraie passion de la vie. Et c'est ça vraiment une contribution parfaite de jeunes ou des coachs de vie qui sont en train d'aider. Et il y en a plein, il y a vraiment plein de vidéos qui sont là à la disposition de jeunes, bien qu'ils ne les consomment pas. Il y a plein d'émissions constructives comme celle-ci, mais qui sont les moins suivies. Et comment est-ce que ces jeunes qui sont trop accros à des choses qui ne sont pas importantes, mais qui lâchent justement des choses qui peuvent changer leur vie et ils s'attachent à des choses qui ne peuvent pas ou qui n'apportent rien de plus, comme il a défini les progrès et les développements. Ça n'amène aucun changement dans sa vie, il n'y a pas d'étape à une autre. Et cela, c'est une parfaite distraction. Donc, vous êtes témoin. Et vous les constatez. Quand il y a une manifestation futile, la salle elle est pleine. Ce soir, si un humoriste un peu très populaire organise un stand ou un truc comme ça, il met un billet VIP, il y a des gens même qui vont préparer à acheter du VIP, mais des conférences payantes ont des salles vides.
Donc c'est quelque chose d'assez clair. Même des conférences gratuites, il faut insister, demander à une personne, venez participer à cette conférence, c'est pour votre bien, venez apprendre à vous fixer des objectifs, c'est pour votre bien, mais tu insistes pour la chose qui va à l'intérêt de cette personne. Mais quand c'est une chose qui ne lui apporte rien, on n'a même pas envie d'insister là-dessus, il est venu automatiquement. Donc si on ne travaille pas sur ces facteurs mentaux-là, c'est vraiment compliqué de pouvoir espérer un changement dans un pays. Merci beaucoup, coach. Monsieur Eric Pinda, soyez bref, s'il vous plaît. Je sens souvent le président Alain Bolo a parlé de l'état d'esprit de Lumumba. Est-ce que dans les vents nous bâtissons, vous pensez que le développement d'un pays est lié à l'état d'esprit, comme venait de le dire le coach? Bien sûr, c'est l'état d'esprit. C'est au niveau mental que tout se passe. Ouais. C'est au niveau mental. Quand dans la tête il n'y a rien, vous ne pourriez rien faire. C'est la tête qui commande tout. L'état d'esprit de Lumumba, c'est lequel? C'est le nationalisme, c'est la révolution. Vous voyez? C'est l'état de celui-là qui est prêt à tout pour son pays. C'est ça. Qui est prêt à tout pour voir son pays se développer. Vous êtes prêt à tout? Bien sûr, pour le développement, on n'a encore rien fait. Regardez la caméra, dis-nous, dans 10 ans, nous allons vous montrer cette image. Je vous dis juste Eric alors... Pinda, vous êtes prêt à mourir pour les pays? Je ne peux même pas hésiter. Je suis prêt à tout donner. Tout donner, ce n'est pas seulement mourir, c'est-à-dire au-delà même de mourir. C'est ça. Tout donner pour son pays. L'état d'esprit de Lumumba, c'est celui-là de quelqu'un qui est prêt à tout pour son pays. Je vais d'ailleurs demander aux jeunes. Vous savez, les jeunes, je sais que c'est difficile. C'est difficile au Congo. C'est vraiment difficile pour nous tous. Moi aussi, je suis jeune, je sais de quoi je parle. Mais n'hésitez pas à tenter des choses. Parce que si nous nous mettons à parler théorie, certains risquent de mourir affamés. Parce que la situation, nous la vivons quotidiennement. Je vais vous demander de tenter des choses. N'hésitez pas, soyez aussi prêts à tout pour le développement. Ce que nous voulons, c'est le développement. Et même l'article 64 enclenché. N'ayez peur de rien. Tout ce que nous voulons, c'est le développement de notre pays. Mais pour y arriver, il y a certains préalables. Mais d'abord, tentez des choses. Il n'y a que ceux qui ne tentent pas, qui ne commettent jamais des erreurs. J'avais vu ça même sur les coachs de M. Patrick. Tenter, braver la peur. Exactement. Ils commettront toujours des erreurs, mais à un certain moment, la mayonnaise va prendre. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un message qui vient du fond du cœur. Par rapport au quotidien que nous vivons. Nous souffrons au Congo. Nous souffrons, mais il y a des gens qui se moquent complètement de nous. Vous voyez? Nos dirigeants. Nos dirigeants, ils se moquent complètement de nous. Et c'est vraiment dommage. Vous aussi, quand vous serez des mains là, vous allez se manquer de ce qui Non, écoutez, nous militons pour des vrais changements. Il n'y a pas encore de changements dans ces pays. Et vous ne pouvez même pas me demander de les démontrer parce que vous-même, vous savez qu'il n'y a pas encore de changements dans ces pays. Nous militons pour les changements. Nous croyons également à la jeunesse parce que c'est elle qui semble avoir pris conscience. Peut-être, malheureusement, la mauvaise conscience jusqu'alors. Mais j'espère qu'avec le temps, nous aussi, on ne cessera pas de sensibiliser, de mobiliser, parce que nous sommes prêts à tout pour le développement et nous voulons que cet état d'esprit qui est en nous puisse aussi être en tous les jeunes. Merci beaucoup, monsieur Eric Pinda, Gabriel Catala et GK Design. Je vous salue, plein d'aide spécial à vous. Coach. Ouais. Que pouvez-vous dire à ces jeunes-là qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils ont une responsabilité pour le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier? Qu'est-ce que vous leur dites en secret quand ils viennent vous consulter? Vous leur dites quoi? Parce que quand vous sortez là, vous avez l'impression que les jeunes, l'État, vraiment... Monsieur Eric vient de le dire qu'ils ont pris la mauvaise conscience. Et la mauvaise conscience arrive à des mauvaises questions. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un auteur qui a dit la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous devons faire vraiment attention à nos pensées, faire attention à nos paroles et faire attention à notre entourage. Si déjà dans ma tête, je suis en train de semer que ce pays ne peut pas changer, c'est que je ne fournirai jamais l'effort de pouvoir contribuer au changement de ce pays. C'est ça les mots qu'il faut éviter. Moi, les conseils que je peux prodiguer aux jeunes est de commencer par croire au développement.
croire à ce changement. Et c'est là qu'on voit, même la Bible dit, errer ceux qui croient sans voir. Ça veut dire que commençons par croire que l'Afrique peut changer. Et acceptons que c'est grâce à nous que l'Afrique peut changer. Et si nous prenons les responsabilités, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, nous avions été colonisés. Et nous sommes encore tous d'accord qu'il y a jusque-là des frontières qui sont artificielles, qui sont encore établies entre nos colonies, avec nos colonisateurs justement. Et ces frontières artificielles, nous pouvons les voir à l'œil nu. Comment est-ce que les pays occidentaux se mêlent toutefois en tout ce qui concerne l'Afrique. Et ils ont compris justement que nous avions toutes les richesses. Mais pour remédier à ces problèmes, c'est justement en prenant nos propres responsabilités et en essayant de dire non à d'autres impositions qui nous sont vraiment mises. Il a vraiment donné quelque chose, il a juré, c'est devant la caméra, il est prêt à tout donner pour son pays. Et quand une personne dit que j'ai dans une mentalité de Lumumba, c'est parce que nous avions vu que Lumumba est mort pour ce pays. Et il est mort pour défendre les valeurs. Il n'a pas pu céder à ça, c'est parce qu'il avait compris justement qu'il avait une vraie identité. Mais les gens pour qui Lumumba est mort aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train d'honorer cette mort? Ces jeunes héros qui ont donné leur vie tout jeunes. Thomas Sankara. Vous voyez? Donc nous ne les honorons pas. Mais ils sont morts pour cette nation. Pourquoi on ne peut pas continuer cette lutte, continuer à défendre les valeurs africaines, à défendre la culture africaine? Un Africain est capable de trahir son frère juste à l'intérêt d'un sou ou de l'argent quelconque. Nous considérons toutefois les Blancs comme de supérieurs à nous. Et cela est encore un dégât. Ils viennent dominer chez nous. Ils viennent créer ou apporter des solutions à nos propres problèmes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous fouillons nos problèmes pour aller rester dans des rues en France, à Paris et partout. Alors que ces problèmes sont transformés à des entreprises ici par des Libanais, des Chinois et des autres. Ils ont compris que nous avions presque tout. Mais nous devons juste prendre conscience et résoudre nos problèmes qui créent dans la société. Quand tu apportes une solution à un problème, tout le monde est censé acheter cette solution et cela va justement te permettre à te soutenir. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont me dire que nous ne voulons pas consommer congolais, nous ne voulons pas consommer africain, nous cherchons juste à consommer tout ce qui est importé. C'est aussi une erreur de nous, on n'a pas le sens de soutien. C'est pourquoi les réseautages, pour moi, c'est... C'est pas bon là, en fait. C'est pas bon, quand c'est pas bon, on peut encourager à améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas de repas qui sont importés mais qui ne sont pas... Est-ce que ça plaît à tout le monde d'ailleurs? Pourquoi il y a quelques personnes qui n'apprécient même pas manger des vivres frais? Parce que c'est pas tout le monde qui doit apprécier justement une solution. Mais ne pas consommer le riz qui est produit localement, choisir un riz qui est importé, c'est quelque chose de déplorable. Donc on n'a pas un sens de soutien, on n'a pas un sens d'aide ou d'accompagnement. Moi, pour encourager mon frère, je dois acheter son produit qu'il a lancé sur le marché. C'est ça mon sens de soutien. Et c'est pourquoi même j'ai lancé la communauté PM Entrepreneuriat. Et c'est justement dans le sens de réunir des entrepreneurs et de soutenir toutefois les innovations entrepreneuriales de jeunes qui se lancent nouvellement. Parce que si un jeune lance une entreprise et qu'il n'y a personne qui achète, son produit, il va se décourager. Pour l'encourager, il faut justement acheter son produit. Et c'est ça, c'est ce que je donne comme conseil toutefois aux jeunes que j'accompagne en privé. Merci beaucoup, coach. Monsieur Eric Pinda, nous sommes déjà à la fin. Soyez bref, s'il vous plaît. Quelle idéologie adopter? Donnez votre mot de la fin. Nous sommes déjà à la fin. En tout cas, je vais d'abord dire merci. Merci à mon co-débatteur. C'est avec lui que le débat a été élevé. Je vous remercie, vous également, pour l'invitation. Je vais demander aux jeunes de notre parti, aux membres, à tous celui qui veut adhérer au parti cher au camarade Alain Bolodjoa, Lèvons-nous et bâtissons, de ne pas trop s'en faire, c'est-à-dire à partir de là où il est, à partir de son téléphone, il peut juste composer www.lebatinfo.net www.lebatinfo.net et entrer dans notre site officiel et cliquer sur s'engager. Voilà, il va devenir membre, on va lui demander son adresse email. À partir de là, nous saurons l'identifier et lui atteindre par rapport à l'endroit où il sera. Merci. Donc, merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous ont accompagnés hier. Je pense à toute la famille Pinda. En tout cas, mes remerciements. Je vous aime beaucoup. Et je pense aussi aux amis, à tous ceux
Mes amis sur le plan politique, mes amis scientifiques également, je pense à tout le monde qui nous ont accompagnés. Nous sommes ensemble et en tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, coach. Nous sommes déjà à la fin. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, s'il vous plaît. Brièvement, moi, je salue, je remercie ou j'encourage l'initiative, j'encourage l'émission. Je remercie mon co-débatteur et vous également pour la marque de considération. Et je peux faire directement appel aux jeunes entrepreneurs, aspirants entrepreneurs ou les entrepreneurs en activité qui veulent rejoindre la communauté PM Entrepreneuriat à écrire justement sur ma page Facebook Patrick Motivation et c'est plus facile de m'atteindre. Ça va justement être une bienvenue et ensemble nous devons vivre la vie qui nous inspire parfaitement. C'est un plaisir. Merci beaucoup, coach. Monsieur Patrick, achetez les livres du développement personnel du docteur Michel Mouvoudi, Ma vie, ma première entreprise. Commandez ça, procurez-vous ces livres, c'est très intéressant. Contactez le numéro 099 553 642. Contactez le numéro 099 553 642. Vous allez avoir ces livres, c'est un livre très important. Merci beaucoup. Derrière la caméra, ingénieur David, l'intelligent, merci beaucoup. Ingénieur Omega à la régie, merci beaucoup à vous. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir.